L'IA qui transforme le travail, qui crée des outils surpuissants, qui devient même open source. Aujourd'hui, on se penche sur 5 nouvelles assez marquantes de ce début septembre 2025, toutes autour de l'intelligence artificielle. C'est notre analyse de la semaine, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a beaucoup de choses qui bougent. Bienvenue. Alors les sources qu'on a aujourd'hui, elles dressent un portrait vraiment fascinant et parfois un peu contrasté de l'IA actuelle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a une étude assez percutante de Stanford sur l'emploi des jeunes, le lancement d'Apertus, ce modèle suisse qui se veut éthique, ouvert. Très intéressant ça. L'arrivée de ChatGPT à Jean, une IA qui, apparemment, peut carrément contrôler un ordinateur. Ça fait un peu peur quand même. Et puis un aperçu de l'évolution fulgurante des capacités de ces IA, avec l'exemple de ChatGPT. Notre mission aujourd'hui, aller au cœur de tout ça, décrypter un peu les enjeux, voir ce que ça signifie concrètement. D'accord. Alors on commence par ce qui touche peut-être le plus directement le quotidien, le marché du travail. Il y a cette étude de Stanford, sortie en août 2025. Oui, basée sur les données ADP, c'est ça? Des millions de fiches de paie? Exactement. Et elle met en lumière un phénomène assez précis, une baisse, 13% des emplois pour les 22-25 ans. 13%, c'est pas négligeable. Non, c'est pas rien. Et c'est dans les secteurs qui sont exposés à l'IA générative depuis 2022. Ils disent bien que c'est pas un effondrement, ils parlent d'érosion silencieuse. L'érosion silencieuse, j'aime bien l'image. Quels sont les secteurs les plus touchés, d'après eux? Le support administratif et même les postes juniors en développement logiciel. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est l'explication qu'ils avancent pour cette focalisation sur les plus jeunes. Oui, en fait, l'IA générative, comme on la connaît aujourd'hui, elle est particulièrement douée pour ce que les chercheurs appellent les tâches codifiées. Les tâches codifiées, c'est-à-dire? Ce sont ces tâches un peu répétitives, standardisées, qui constituent souvent le cœur du travail d'un débutant, quoi. Ah oui, je vois. Saisir des données, répondre aux questions fréquentes des clients. Voilà, faire des tests logiciels de base, toutes ces choses que les grands modèles de langage, les LLM, peuvent apprendre et exécuter assez efficacement maintenant. Donc, si je comprends bien, l'IA cible vraiment ses compétences d'entrée de gamme. Mais les employés plus expérimentés dans ces mêmes métiers, eux... Eh bien justement, l'étude le souligne. Ils semblent beaucoup moins affectés. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'ils apportent autre chose. Ce que l'étude appelle le savoir tacite. C'est plus difficile à définir, mais ça englobe le jugement, l'intuition, la capacité à gérer des situations complexes, inédites. À comprendre la politique interne d'une boîte, par exemple. Tout à fait, ce qui n'est pas facilement traduisible en procédure standard. L'IA actuelle, elle a encore du mal avec ça. Du coup, le résultat, c'est que les jeunes diplômés se retrouvent un peu en concurrence frontale avec l'IA sur les compétences de base. Celles qu'ils sont censés acquérir pour, justement, monter en expérience. Exactement. Ces postes juniors qui étaient un peu des pépinières, l'accès se réduit. C'est un point vraiment clé. L'étude précise aussi qu'il n'y a pas de baisse significative des salaires globaux dans ces secteurs. Et ils ont essayé d'isoler l'effet de l'IA d'autres facteurs externes. Niveau d'éducation, télétravail, la conjoncture économique. Oui, c'est important de le faire. On voit même que dans des métiers moins exposés, comme aide-soignant, l'emploi des jeunes continue d'augmenter. Mais alors, si l'IA bloque cette première marche, quelles conséquences à plus long terme? C'est là qu'il y a un risque potentiel un peu systémique. Si les jeunes n'acquièrent plus cette expérience fondamentale via ces postes, qui deviendra le senior expert de demain? Bonne question. On pourrait avoir un déficit de talents expérimentés plus tard. C'est un risque, oui, dans des domaines clés. Et ça interroge aussi nos systèmes de formation. Est-ce que c'est pertinent de continuer à former massivement à des compétences techniques qui sont directement concurrencées? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, un économiste de Goldman Sachs disait récemment qu'on n'en est probablement qu'au début de l'impact visible. Ça prend du temps, le déploiement de ces IA dans les entreprises. L'érosion pourrait donc s'accentuer. Cette question de l'impact sur l'emploi, elle est directement liée aux capacités de ces outils qui augmentent sans cesse. Et justement, il y a eu cette annonce d'OpenAI qui a fait pas mal de bruit. Le lancement de ChatGPT Agent. Ah oui, l'agent. Là, on ne parle plus juste d'un chatbot pour discuter. C'est une IA qui est conçue pour agir. Agir, c'est-à-dire? Elle peut contrôler un ordinateur, utiliser des logiciels, naviguer sur le web. Ils ont un composant opérateur pour ça, analyser de grosses quantités de données avec Deep Research. D'accord. Concrètement, ça donne quoi? Les exemples qu'ils donnent sont assez parlants. Planifier un menu pour la semaine, calculer les ingrédients et hop,
passer la commande en ligne, Ah ouais, carrément. ou gérer un agenda, envoyer des rappels, synthétiser des infos pour faire une présentation. Tout ça en opérant dans un environnement informatique virtuel. On voit tout de suite le potentiel, hein. Comme assistant personnel ou professionnel, c'est énorme. Les performances qu'ils annoncent sont d'ailleurs assez impressionnantes, hein. Oui, le score doublé au test Humanities Last Exam. Oui, 41,6% de précision sur des questions d'experts, c'est pas rien, et les capacités en raisonnement mathématique sur Frontier Math, ça suggère un vrai saut qualitatif. Mais bon, cette capacité d'action autonome, ça soulève immédiatement des questions un peu... Plus délicate. Les risques potentiels, tu veux dire. Oui, voilà. Et c'est OpenAI elle-même qui met en avant certains de ces risques d'ailleurs. Ah bon? Oui, dans leur communication, ils reconnaissent que cet agent possède des capacités biologiques et chimiques élevées. C'est une formulation un peu prudente. Ça veut dire quoi exactement? Disons que ça indique que l'IA pourrait potentiellement être utilisée pour faciliter la conception d'armes biologiques ou chimiques. Ah oui, quand même. La différence avec une simple recherche sur Google, c'est que l'IA peut synthétiser des infos de sources très diverses, croiser les disciplines, guider quelqu'un pas à pas, et même, potentiellement, aider à contourner certains filtres de sécurité pour commander du matériel sensible. L'agent ne donne pas juste l'info, il aide à l'utiliser activement. C'est ça. Il devient un outil d'action, C'est donc. assez préoccupant. Et les garde-fous dans tout ça? Si OpenAI reconnaît ces risques, qu'est-ce qui est mis en place? Et est-ce que c'est jugé suffisant? Alors là, c'est un peu là que le bas blesse si on en croit certaines évaluations externes. Saferai, une organisation qui évalue la sécurité des IA, Oui. a donné une note très basse à OpenAI pour la gestion des risques de cet agent. 33 sur 100. Ils qualifient leur approche de faible. Ah ouais? Et le Future of Life Institute, qui est aussi respecté dans ce domaine, leur a donné une note globale de C dans son indice de sécurité. Donc, il semble y avoir un décalage perçu entre l'ampleur des risques et la robustesse des mesures de contrôle annoncées. Un potentiel immense, mais des inquiétudes sérieuses sur la maîtrise, la sécurité. Tout à fait. Et les risques ne s'arrêtent pas à l'utilisation malveillante directe. Des experts comme Kofi Nyarko de Morgan State University soulignent d'autres dangers. Comme quoi, par exemple? L'amplification rapide d'erreurs ou de biais si l'IA se trompe, la complexité pour établir les responsabilités légales si une IA autonome cause un problème, et même le risque de dépendance psychologique des utilisateurs à ces agents qui géreraient de plus en plus de choses. Oui, la question fondamentale, c'est le contrôle en fait. Comment on gouverne ces systèmes autonomes? Exactement. Alors, face à cette approche très puissante, mais qui soulève pas mal de craintes sur le contrôle, la transparence, c'est intéressant de voir émerger des initiatives différentes. C'est le cas en Suisse. Ah oui, Apertus. Oui, un consortium mené par le CSCS, l'EPFL et le TH Zurich a lancé début septembre ce modèle de langage, Apertus. Le nom est bien choisi. Ouvert en latin, ça résume bien la philosophie du projet. C'est ça. La grosse différence avec beaucoup de modèles des géants de la tech, c'est la transparence. Complètement. Les données d'entraînement, et c'est énorme, 15 trillions de mots, plus de 1000 langues, sont documentées, accessibles. Les paramètres du modèle, la méthode, tout est public. Ils mettent même 2 versions en accès libre sur Hugging Face, c'est sa chaîne. Oui, une grosse version de 70 milliards de paramètres pour les chercheurs, les entreprises, et une plus légère de 8 milliards pour le grand public. Donc cette ouverture, c'est vraiment le marqueur fort. Mais quid de l'aspect éthique et légal? C'était justement un point sensible avec ChatGPT Agent. C'est l'autre pilier d'Apertus. Le modèle a été conçu en s'ancrant très clairement dans le cadre légal suisse. Respect du droit d'auteur, protection des données personnelles. Et il vise aussi la conformité avec les AI Act européens. Oui, c'est pensé pour ça. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont fait très attention à n'utiliser que des données publiques avérées, à filtrer les contenus indésirables ou les données personnelles avant l'entraînement, et même à respecter les demandes d'exclusion de sites web, y compris rétroactivement. C'est une démarche qui essaye d'éviter le côté boîte noire, quoi. Et les polémiques sur l'utilisation de données non consenties qu'on a vues ailleurs. Tout à fait. C'est presque une vision politique de l'IA, en fait. Comment ça? Les créateurs le présentent un peu comme une tentative de construire une IA comme une infrastructure publique, un bien commun numérique, une alternative aux modèles très centralisés, très commerciaux. Une IA au service de l'intérêt général, avec des garanties de transparence.
Voilà. Pour des applications dans la santé, l'éducation, le droit, c'est une réponse directe aux inquiétudes sur la concentration du pouvoir et le manque de contrôle démocratique sur ces technologies. Pour bien saisir la vitesse à laquelle tout ça évolue, l'emploi, les capacités d'action, les approches éthiques, c'est pas mal de regarder concrètement les progrès des modèles eux-mêmes. OpenAI a publié une page comparative assez révélatrice. Ah oui, celle qui compare les réponses de GPT-1 à GPT-5 sur le même prompt? Oui, avec leur exemple amusant, raconte en 50 mots l'histoire d'un grille-pain qui prend conscience de lui-même. Comment les différentes versions s'en sortent? Alors, avant de voir les réponses, juste un petit rappel technique. Cette progression fulgurante, elle sort pas de nulle part. Elle repose beaucoup sur une avancée majeure, l'architecture Transformer. Issu de Google en 2017, c'est ça? Exact. Attention is all you need. Exactement. C'est cette approche avec les mécanismes d'attention qui a permis au modèle de mieux comprendre les relations entre les mots dans de longs textes. C'est le moteur sous le capot qui explique une grande partie de cette accélération qu'on voit avec les LLM et les IA génératives. D'accord. Bon, alors, ce moteur, qu'est-ce qu'il a produit avec notre grille-pain métaphysique? GPT-1, la version d'avant 2019? Alors là, GPT-1, c'est quasi incompréhensible. Une sorte de charabia qui parle de l'idée qui le rend sensible et l'idée qui peut le tuer. On est très loin d'une histoire. Ok, pas très concluant. Ensuite, GPT-3, la version de 2020. Texte DaVinci 001. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. On a une ébauche d'histoire, mais très simple, un peu maladroite. Le grille-pain tombe amoureux d'une voix, apprend qu'il va être jeté et brûle le pain par des pieds amoureux. D'accord, c'est basique, mais il y a un début, un milieu, une fin. C'est ça. Passons à GPT-4, début 2023, la version 0314. La nette amélioration. L'histoire est plus cohérente, plus poétique même. Le grille-pain s'éveille, il berce le toast. Il communique en faisant des dessins sur le pain grillé. Oui. Et il devient une sorte de confident silencieux dans la cuisine. La narration est plus fluide, l'idée de conscience est mieux explorée. Et enfin, la version la plus récente, GPT-5. Encore un saut qualitatif, je trouve. L'histoire devient plus thématique, plus créative. Le grille-pain réalise que griller du pain, c'est sa fonction, mais pas sa finalité. Ah, il a une crise existentielle, hein. Un peu. Il se rebelle. Je suis plus que des miettes. Il apprend à fredonner avec ses résistances. Il rêve de liberté. La complexité narrative, l'exploration du concept de conscience, c'est nettement plus poussé. C'est assez saisissant quand même de voir cette évolution suivie peu d'années sur un exemple aussi simple. La capacité à générer du texte cohérent, créatif qui répond aux nuances de la demande. Ça a progressé de manière spectaculaire. La créativité, la compréhension du contexte s'améliorent à chaque génération, ce qui explique à la fois leur potentiel énorme et les défis qu'ils posent, que ce soit sur l'emploi ou en termes de sécurité. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de cette exploration des actus IA de début septembre 2025, on voit plusieurs dynamiques fortes, hein, non? Oui, clairement. D'un côté, l'IA qui commence à grignoter les emplois d'entrée de gamme. Ça pose la question de l'avenir des parcours pro pour les jeunes. De l'autre, elle acquiert des capacités d'action autonomes sans précédent, avec des outils comme ChatGPT Agent. Ça décuple son potentiel, mais aussi les risques. Oui, les risques sont pas anodins. Face à ça, on voit émerger des initiatives comme Apertus, qui tentent de proposer un modèle différent, plus ouvert, transparent, ancré dans l'éthique et le légal. Une alternative nécessaire, peut-être. Et tout ça sur fond d'une amélioration continue et assez vertigineuse des capacités de ces modèles, comme on l'a vu avec l'exemple du grille-pain. Exactement. Et toutes ces tendances, en fait, elles convergent vers une question assez centrale, je pense. Laquelle? Alors que l'IA prend en charge de plus en plus de tâches codifiées, y compris celles qui formaient la base de l'apprentissage pro et qu'elle gagne en autonomie, comment on repense nos systèmes éducatifs, nos organisations du travail? Il ne s'agit plus seulement d'apprendre à coder ou à utiliser l'IA. Non, il faut aussi et peut-être surtout cultiver ce fameux savoir tacite, la capacité de jugement, la créativité, la collaboration complexe. Ce qui reste pour l'instant profondément humain. Comment on fait pour que l'humain et l'IA entrent en synergie? Qu'ils se complètent, plutôt que l'un remplace l'autre. Voilà, comment on évite une simple logique de substitution qui pourrait à terme freiner le développement du potentiel humain dès le départ. Une interrogation fondamentale, c'est sûr, et qui va sans doute continuer d'alimenter nos analyses. Certainement. C'était le podcast de Philippe. Si cette exploration vous a apporté des éclairages, n'hésitez pas à nous soutenir. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés, on y est presque. Merci de nous avoir écoutés.